Donc, je m'appelle Joël Amada et je suis doctorant au LEMA sous la direction de M. Philippe Girardin et Mme Amélie Pécusson. Mon sujet s'inscrit dans la thématique du traitement thermique du bois. Et comme l'a si bien expliqué M. Pécusson dans son exposé hier matin, le développement de cette méthode de préservation du bois présente indéniablement de nombreux avantages. Du point de vue des propriétés conférées et également en termes d'impact environnementaux et sanitaires qui sont quasi nuls. Ici, on cherche à répondre à la question de la qualité du produit final en se posant du point de vue de la qualité de la ressource forestière. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux propriétés initiales du bois. Et pour ce faire, on s'est servi de la technique du scanner à rayon X et de la microtomographie pour caractériser les échantillons du bois. Ensuite, on a utilisé un four pilote solide et un analyseur thermogravimétrique pour traiter les échantillons. Les résultats sont ici. Ils devraient servir à la compréhension du phénomène d'hétérogénéité qu'on observe au niveau industriel sur le bois traité techniquement, ce qui créerait donc des liens de collaboration entre les industriels et les gestionnaires forestiers. Mais pour découvrir ces résultats, donc, je vous invite devant le poster B1. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aurélie Imbert, je suis doctorante comme Joël au laboratoire LERMA sous la direction de Christine Girardin et Emmanuel Frelon. Donc, je travaille sur la thématique générale de la préservation du bois et en particulier sur la modification chimique à travers les monomères furaniques, ces derniers permettant d'améliorer la durabilité des soins cyclés pas durables ainsi que la stabilité dimensionnelle. Donc, je travaille sur trois parties du plan de thèse. Donc, tout d'abord, la production de ces monomères furaniques à travers l'hydrolyse de la biomasse, celle-ci provenant de déchets fossiles. Ensuite, une étape d'hydrogénation de ces monomères, et pour finir, l'imprégnation et la polymérisation des boulettes de hêtre que je caractérise par la suite. Donc, si vous avez envie de connaître ces résultats ou d'en discuter avec moi, je vous invite au poster B2. Merci. Bonjour, Hubert Chapuis, donc je suis maître de conférence au laboratoire LERMA, ici même à Rendez-vous-les-Moncy, à la faculté des sciences et technologies. Je voulais vous parler donc à l'occasion de ce poster des travaux essentiellement réalisés par Sébastien Orlandini l'an dernier lors de son stage de Master 2, donc dans l'équipe de Christine Girardin. Travaux qui faisaient l'objet d'un partenariat avec Arnaud Ecker qui lui appartient à l'UMR 1136. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'une demande de financement qui a été faite au LABEX Arbre. Et les travaux portent sur la synthèse de gélifiants amphiphiles antioxydants dérivés d'extraits de bois, donc dérivés de la biomasse. Donc, on a choisi de se concentrer sur deux molécules de type polyphénolique en particulier, à savoir la catéchine et la narragénine, qui sont plus exactement des flévonoïdes. D'un point de vue technique, ces molécules sont plutôt hydrophiles avec des différentes positions hydroxyles. Et nous avons choisi de les rendre amphiphiles par l'apport de longues chaînes alkyles, donc hydrophobes. Et il faut savoir que des objets amphiphiles ont par nature tendance à s'auto-assembler pour former, par exemple, des gels supramoléculaires qui pourront donc avoir un potentiel antioxydant grâce aux propriétés intrinsèques des polyphénols. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite au poster à position B4 et vous avez mon adresse email pour tout contact ultérieur. Merci.
Bonjour, je m'appelle Sarah Selman, je suis en thèse de troisième année dans le laboratoire d'études et de recherche sur matière de bois, l'ERMAP, sous la direction de M. Philippe Joardin, Mme Annie Tristan et Mme Marie-France Thivenon. Ce travail concerne le développement de nouvelles méthodes de préservation du bois. L'eau acceptable pour l'environnement et applicable dans la classe de risque bleu et vert, 4 et 5. Ces méthodes sont associées à deux types de traitement, et traitement thermique et traitement du bord donne un agent de fixation du bord dans le bois comme le glycérol métacrylate. Parce que le traitement thermique augmente la durabilité du bois au champignon, mais inefficace pour l'application en contact avec le sol et en présence des termites. Également, le traitement du bord efficace contre les termites, mais elle présente d'inconvénients d'être dissipable et n'est pas agressif contre les termites. Donc, l'association de types de traitement permet d'améliorer la durabilité du bois face aux termites et augmentant également sa résistance aux champignons. Pour en savoir plus, vous pouvez voir mon poster numéro P5. Bonjour, donc, je m'appelle Marie-Renée, je viens de débuter une thèse au laboratoire Navier sous la direction de Sabine Garret et de Michel Warner sur l'étude du comportement hydromécanique du bois, donc avec une méthode de tomographie Reynolds. Donc en fait, je ne peux pas mon poster porte pas sur ma thèse, comme je viens de la débuter, et porte sur un stage que j'ai effectué précédemment en Suède à l'université Linnaeus, sous la direction de Jim Johansson sur l'étude des transferts d'eau dans le bois. Donc ces transferts d'eau sont importants pour, par exemple, améliorer les processus de séchage ou essayer de comprendre les mécanismes de dégradation du bois liés à l'humidité. Et on peut essayer de les modéliser. Donc pour modéliser l'eau liquide, on peut utiliser un modèle de percolation d'invasion qui nécessite donc d'avoir des caractéristiques microstructurelles de l'espèce étudiée et aussi des caractéristiques des transferts d'eau dans le bois. Donc c'est sur ça que j'ai travaillé en fait en Suède. Donc j'ai effectué des observations au microscope optique et réalisé du traitement d'images pour essayer de caractériser la microstructure du tableau. Et par ailleurs, j'ai réalisé aussi des tests d'absorption pour essayer de comprendre les mécanismes de transfert d'eau dans le tableau. Et on a pu mettre en évidence un comportement particulier lié au flux dû à sa porosité qui est particulière. Voilà, donc vous pouvez venir me voir au poster numéro B6 pour discuter soit de ma thèse, soit de mon sujet de stage. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Lorenzo Brandoni, je suis doctorant en deuxième année de thèse au laboratoire Navier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse qui porte sur la caractérisation mécanique des panneaux lamellés croisés en flexion. Ces panneaux sont des produits structurels composés par plusieurs couches de bois, empilés alternativement à 90 degrés. Et cette orientation croisée en fait donne à ces produits des bonnes propriétés mécaniques dans les deux directions. Et par contre, pendant notre travail, on a trouvé ces panneaux affectés par plusieurs niveaux d'hétérogénéité et aussi par des comportements mécaniques complexes. Et donc, on s'intéressait à simplifier ces comportements en flexion avec l'introduction d'une couche homogène qui est équivalente et définie par plusieurs géométries avec différentes approches. Ensuite, cette couche homogène a été combinée avec la solution exacte 3D et élasticité pour une petite couche en flexion et avec un critère de rupture pour les bois. La comparaison avec une expérience des références trouvées dans la littérature nous a permis de valider le modèle et successivement d'exploiter pour donner des indications utiles comme par exemple les critères de dimensionnement ou bien de voir l'influence de certains paramètres géométriques des panneaux sur les comportements globaux en flexion. Donc, pour tous les résultats de plusieurs enseignements, on va voir
poster B7. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Perret, je suis doctorant au laboratoire Navier sous la direction de Cyril Doutz, d'Arthur Levé et de Karin Sall. Donc, je suis ici pour vous présenter mon travail de master qui porte sur les instabilités de voilement des panneaux en lamellé croisé. Pourquoi on s'est posé cette question? C'est que de plus en plus dans le domaine du bâtiment, on construit des bâtiments de grande hauteur, comme le bâtiment de Murray-Grove à Londres, qui est fabriqué en lamellé croisé. Et ces bâtiments le lamellé croisé est également utilisé comme mur porteur, ce qui n'était pas le cas dans les bâtiments précédents. Et ça mène de nouveaux types de contraintes dans le lamellé croisé, notamment des contraintes de compression. Ces contraintes de compression posent des risques de voilement des murs porteurs. Il y a très peu d'études existantes qui sont faites sur ce sujet actuellement. Cependant, on sait que, comme l'a dit Lorenzo, le lamellé croisé ayant des couches croisées, donc les couches qui sont transversales, donc mettent en jeu une propriété d'une mécanique du bois, c'est le cisaillement roulant, qui a des propriétés très faibles, qui est très souple, et qui amène à une souplesse, amène à assouplir globalement le matériau, et qui pourrait conduire à un flambement prématuré, notamment dans le cas de bâtiments de grande hauteur. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à me voir au poster B8. Bonjour à tous, je m'appelle Françoise Leroy et je suis ingénieure de recherche. En fait, je vais vous présenter le poster de Amra Siserovic qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Amra est étudiante en deuxième année de thèse dans notre unité qui est l'unité d'amélioration génétique et physiologie forestière de l'INRA d'Orléans. Nous appartenons toutes les deux à l'équipe physiologie moléculaire de la formation du bois, au sein de laquelle nous nous intéressons plus particulièrement aux mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans la formation du bois et dans la définition de ses propriétés chimiques et mécaniques. En fait, nous nous intéressons plus en détail à la formation des parois angulaires des fibres de bois, et le travail de thèse de Amra est réalisé dans le cadre du projet ANR Stress and Freeze, dont l'objectif de son travail en fait, est d'identifier les acteurs moléculaires qui seraient responsables de la formation d'un gène dans la matrice polysaccharidique de la couche G des fibres de bois de tension et qui pourrait être à l'origine des forces de tension présentes dans ce type de fibre. Notre modèle d'étude privilégié est le bois de tension de peuplier, même si depuis récemment nous nous intéressons également au bois de tension d'une espèce un peu plus exotique qui est le Cimaroba. Donc en fait, nous avons émis une hypothèse qui est basée sur les résultats d'une thèse qui a eu lieu il y a quelques temps, au cours de laquelle on a pu définir l'évolution de la composition en polysaccharides de la couche G tout au cours du gradient de différenciation des fibres de bois de tension. Et donc cette hypothèse, elle est au cours de la maturation des couches G, des activités enzymatiques bêta-galactosidase viendraient hydrolyser les chaînes latérales des pectines de type RG1, et cette hydrolyse induirait la formation d'un gel dans le gonflement mettrait en tension les microfibrilles de cellulose. Donc en fait, pour essayer de valider cette hypothèse, on utilise différentes approches complémentaires, donc des approches biochimiques, immunohistochimiques, des approches de biologie moléculaire et également des approches de génétique inverse avec la production de peupliers génétiquement transformés. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à venir discuter devant le poster B9. Bonjour, je m'appelle Marie Capon et je suis au laboratoire de mécanique et de génie civil. Moi, je vais vous présenter mon travail de post-doctorat qui s'inscrit dans l'ANR Stress and Freeze. Donc, l'objectif de mon travail, c'est de comprendre les mécanismes de mise en place des contraintes de croissance, en particulier dans les cellules du bois de tension, avec ou sans couche G. Donc, pour ce faire, on va étudier l'évolution de la rigidité dans les différentes couches des cellules du bois de tension. Donc, pour étudier l'évolution de la rigidité dans les différentes couches des cellules, on utilise le microscope LFM en mode contact résonant. Donc, pour ce faire, on
on va exciter l'échantillon avec un transducteur indépendant qui est placé sous l'échantillon. Et on va aussi utiliser la méthode DART qui nous permettra de moduler en fréquence le piézo électrique de l'AFM. Et à partir de ces mesures, on va obtenir la fréquence de résonance des échantillons et on pourra, à partir de cette fréquence, revenir sur le module des différentes couches, des différentes cellules du bois des différentes couches du bois de tension. Et donc, sur le poster qui est en B10, je vous propose de venir voir les différents résultats que j'ai obtenus sur les échantillons de copies. Bonjour tout le monde, donc je suis Pierre Cabrolier, je travaille aussi au LMGC de Montpellier, plus précisément avec Iris Nemo. Donc le sujet qu'on voulait vous présenter sur ce poster, c'est un sujet double. Donc d'une part, un rappel un petit peu de ce que Iris a introduit hier à l'introduction du GNR sur le symposium Woodcraft qui s'est passé en septembre dernier. Donc l'idée était de rassembler des scientifiques de différentes origines et des artisans et de mélanger et d'échanger. Et le deuxième volet du poster, donc c'est sur le projet sur lequel je suis en ce moment en tant que postdoctorant, qui est sur le projet du buis de l'arbre à la facture instrumentale. Alors pourquoi le buis? L'idée au départ est venue d'un artisan du coup. C'est-à-dire que ce projet s'intègre bien dans le projet général de Woodcraft, on va dire. Après discussion avec un artisan, et c'est le cas de tous les artisans qui travaillent le buis, c'est une essence assez difficile et très emblématique pour eux. Ils aiment beaucoup la travailler, mais elle est dure à travailler, elle bouge beaucoup au cours des usinages. Et c'est aussi une essence emblématique pour les scientifiques, puisque c'est un des rares feuillus tempérés à faire du bois de compression et à avoir une densité aussi élevée. Donc, si vous voulez en discuter un petit peu avec moi sur le poster, c'est le B11. Et on pourrait discuter des aspects entretien, caractérisation physico-mécanique de l'arbre sur pied, du bois humide, du bois en condition d'utilisation, etc. Merci. Bonjour à tous, donc moi aussi je fais partie du LMGC et je travaille donc sous la direction d'Iris Nemo et de Joseph B. Donc on a reçu des consignes très strictes pour le flash talk, donc je vais essayer de m'y tenir. Je ne vais pas dire le titre parce qu'il est écrit. Mais je travaille sur les bois de résonance et de savoir comment on peut mieux comprendre les liens entre le choix des bois par les luthiers et les propriétés du matériau, en prenant en compte la variabilité. Donc pour le poster, je vais vous présenter plutôt un des critères de choix des luthiers, c'est l'aspect visuel. Donc nous, on essaye de caractériser cet aspect visuel. Donc ici pour les PCA, en mesurant les largeurs de cerne et les pourcentages de poids final, grâce à un logiciel, un plugin développé par Pancréamias. Et on met ces mesures en parallèle avec les propriétés acoustiques qu'on va mesurer des voix. Pour l'érable, on a fait une expérience à l'université de Kyoto avec Masashi Nakamura, où on mesure les contrastes locaux des bois selon les différents angles de lumière, puisqu'on a les figures des bois qui vont être révélées différemment selon l'angle lumineux. Et c'est l'expérience où on a l'objectif ensuite de mieux caractériser les ondes d'émail. Donc pour voir un petit peu les résultats, je vous invite à voir le poster, c'est le B12, je crois. Bonjour à tous, je suis Cécilia Gomard, dernière des thèses au LGC sous la direction de Joseph Grille et Delphine Julien. Donc, moi je m'intéresse à la problématique des panneaux peints sur bois. C'est des tableaux qui sont peints sur du bois à la base et notamment du mobilier. Donc, pour mes travaux de thèse, en fait, on s'est intéressé donc, à modéliser ces comportements un peu compliqués parce que les restaurateurs et les conservateurs avaient des difficultés à restaurer et à conserver ces objets d'art. Donc, d'abord, on a un modèle hydromécanique qu'on propose pour modéliser tout ça, qu'on vient implémenter avec des paramètres liés au fait que ce soit du vieux bois et à tous les paramètres mécanosorptifs habituels. Donc, particulièrement, je me suis intéressée à ce qu'on n'avait pas encore fait trop, c'est la caractérisation du vieillissement du bois. Puis, on implémente ça pour faire des simulations, notamment le transfert des masses
de masse et chaleur à l'aide d'un code de transport. Et on va venir maintenant coupler avec de la mécanique. Tout ça se fait avec une base d'expérimentation sur un panneau de bois réel, un réplica de panneau peint. Donc pour ce faire, on a mis en place des outils de mesure en continu, de masse et de mécanique en utilisant la sérocorrélation. Donc on applique ce cycle à chaque étape d'un panneau, donc un réplica de panneau peint. Donc d'une planche, du départ d'une planche brute, on vient mettre un revêtement sur 4 faces, puis après une couche préparatoire à base de gypse et de colle, qu'on vient après empêcher les mouvements latéraux du panneau pour enfin créer l'état final du panneau peint, comme on peut le voir dans le musée, on espère. Voilà, donc je suis au panneau maîtresse. Je m'appelle Luc Pignolet, je suis technicien d'essai au laboratoire de préservation des bois de l'unité BioWeb. Dirigé par Marie-France Thévenon, le laboratoire de préservation des bois mène une double activité de recherche et d'expertise. Si nous réalisons des essais pour la filière bois sur le bois, les dérivés du bois et les produits de traitement du bois, afin de fiabiliser les modes opératoires et de garantir les résultats de ces essais. Le laboratoire s'est doté d'un système de management de qualité. Et, bien sûr, pas question ici de vous détailler le système de ISO 17025. Mais mes collègues et moi, devant le poster P14, on va tenter de partager notre vécu autour de ce système qualité. C'est pas facile tous les jours de faire vivre ce système. Cette année, nous avons 3 nouveaux arrivants dans le labo. Vous constaterez notamment que ce système a permis d'accueillir les nouveaux arrivants et de faire vivre. Donc bonjour à tous, je suis Kevin Candelier, chercheur au CIRAC avec l'unité BioWeb. Et donc vous avez Mathieu qui vous a fait un exposé là sur le traitement thermique et qui vous a bien présenté les enjeux du process en insistant un peu sur la nécessité de développer des moyens de contrôle du procédé et des moyens d'estimation du contrôle de la qualité du bois modifié. Donc là ce poster présente un moyen industrialisable qui permet d'estimer le niveau de modification du matériau modifié, de la durabilité qui lui est conférée et les affaiblissements de ses propriétés mécaniques par l'utilisation des cinétiques de température du bois qui est directement fourni par le pilote industriel. Donc les résultats sont présentés au poster P15. Merci. Hello to everybody, my name is Davide Fani, I'm from Iran. I'm studying a PhD student, Kututet between University of Tehran, Iran, and University of Mongolia too. My director is Dr. Marie-France Thévenon, CIRAC Mongolia, and my co-director is Professor Antonio Pizzi and Steve Epina. I studied about wood composite preservation with low environmental impact. In case my postdoc is about acceleration, how we move up Rachel by doing acid addition for decreasing pressing time and its effect on biological properties as well as binding qualities. For this, we formulated different kinds of chlorotoluene with some additives like uric acid, KMDI resin, and hexamide. And then we made some plywood in University of Tehran, Iran. We did some testing on the glue, as well as some mechanical properties in S-tip Epina. And final test has been done in CIRAC Mongolia. For further information and to know what's the result, I want to invite you to come and see my poster. My poster number is P16. I'm waiting for you. Thank you for your attention. Bonjour à tous, je
Je suis doctorant en troisième année. Je travaille au CIRAD en France. I will have a presentation about 5 properties of treated wood with plant-based formulation. Actually, some previous studies have proved the tandem fermentation have a good ability. In order to progressively improve the composition properties of treated wood, we have added some clay into our formulation. We have investigated some tests by two different ways. More information, welcome to our post B17. Thank you very much. Bonjour à tous, je m'appelle Maïra Reis Assis. Je suis en thèse, je suis doctorante. Et ma thèse, c'est une thèse partenariat entre le CIRAD, l'équipe BioWeb à Montpellier et la Lavas au Brésil. Les résultats présentés ici à Nancy font partie d'une première étape qui on a travaillé sur les propriétés physiques mécaniques des bois et les paramètres et les conditions de pyrolyse, l'impact sur la résistance mécanique du charbon au bitume, des charbons de bois. Donc, pour la réduction du minerai du fer, ce sont utilisés charbon de bois et coque de charbon minéral. Le charbon de bois il présente des avantages sur les coques minérales. C'est un produit neutre en carbone et durable à partir des forêts plantées. Et aussi, le charbon donne un acier et une fonte de meilleure qualité. Mais lui aussi, le charbon, il a un facteur limitant dans les réacteurs, dans les autres fourneaux, c'est le comportement mécanique. C'est son comportement mécanique. Ces propriétés mécaniques du charbon sont en fonction des propriétés des bois et les paramètres du process. Et donc, la première partie de ma thèse, on a fait la caractérisation du bois. Ici, on va présenter les résultats obtenus sur les cisaillements par mesure ultrasonore sur les 3 plans des bois. Et on va savoir plus à mon poster, le B18. Merci. Bonjour à tous, je suis André Sarciniegas, donc je suis étudiant en fin de thèse au laboratoire de mécanique acoustique à Marseille, sous la direction de Philippe Lazaric et Loïc Brancherio au CIRAD Montpellier. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse qui sont dans le contexte de développement des méthodes de caractérisation et d'imagerie acoustique des arbres sur pied. Ce travail il est inscrit dans la problématique de moyens de contrôle pour la gestion de la ressource, donc des méthodes qui sont sur le terrain. Et on s'intéresse particulièrement à la tomographie acoustique. Mais normalement, on obtient avec les dispositifs qui sont dans les commerces des images qui sont comme celle qui est présentée à droite, l'image colorée. Et donc, quand on compare cette image par rapport à l'objet qui a été testé, les détails sont difficiles à retrouver. Donc, la question c'est comment peut-on améliorer la qualité de ces images de tomographie acoustique. Pour cela, on a développé
on a adapté des méthodes statistiques en traitement du signal et on les a testées par des études expérimentales, par exemple la caractérisation ultrasonore ou même la simulation numérique, tout en sachant qu'on est sujet à quelques contraintes expérimentales et des exigences techniques sur site. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez venir à mon poster de 19, et même pour discuter aussi pour un postdoc. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Yasmine Taouré et je suis doctorante au laboratoire écomatériaux de construction à Dozio, Burkina Faso. Je suis sous la direction de François Somman et de Adama Messan Burkina. Et ici, je suis encadrée par Jean Girard avec l'appui de Rémi Marchal de l'unité du web du CIRAD. Je viens vous présenter aujourd'hui un sujet un peu borderline. Je viens vous parler de béton. Du béton, mais pas le béton conventionnel que l'on connaît avec des cailloux. Nous avons pensé à remplacer, à faire un mélange de ciment, de sable et d'eau, mais en remplaçant cette fois les cailloux par de la biomasse végétale. Nous utilisons les coques des noix de palmier à huile. On constate alors que le béton a plusieurs avantages, mais on a une perte au niveau des résistances mécaniques. On a donc orienté nos recherches sur comment améliorer cette résistance mécanique-là pour attirer surtout les industriels. Et on a décidé de traiter au préalable les coques de noix de palme avec différents traitements et de les associer au béton pour voir qu'est-ce qu'on obtenait du point de vue physique et mécanique. Je vais rester là. Si vous êtes intéressés, on se retrouve dans le poster des autres. Merci. Bonjour à tous, je suis Darbel Ossela, je suis inscrite en thèse dans l'unité de recherche matériaux, procédés et environnement de l'Université de Beaumarnais, en collaboration avec le CIRAD, sous la direction de M. Jean Girard et Zérizar Telatif. Je vous présente aujourd'hui une partie de mes travaux de recherche sur la détermination de la qualité d'épaulage des composites bois massifs type carrelé 3 pilés, fabriqués à partir de bois algérien. Ces produits sont de plus en plus fabriqués et demandés car ils permettent de valoriser des produits, des sous-produits de sillage et de tenir des composites à très bonne stabilité. La qualité de coulage a été déterminée par les essais de délamination, dans le but de qualifier la qualité des carrelés, dans le but de qualifier la tenue des carrelés à l'humidité et de qualifier la tenue des carrelés à l'humidité et d'évaluer la résistance des plans de collage. L'échantillonnage des éprouvettes, le protocole d'essai et le mode de calcul des résultats ont été suivis selon la norme AFNOR SUN TS 13307-2. Et puis, suivons cette norme. Et pour mieux comprendre mon travail et connaître les résultats obtenus, je vous invite, je vous laisse la priorité de venir nous voir au poster B20. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Il y a un doctorant en sciences techniques de bois et des écomatériaux sous la direction du professeur Zérizar à l'unité de recherche matériaux, procédés et environnement à Beaumarnais. Je vous invite à découvrir une partie de mon travail de thèse qui s'articule autour de la recherche des matériaux biosourcés destinés à la construction qui garantissent un certain niveau de confort acoustique et peuvent être des alternatives aux matériaux de construction actuels qui sont en général le béton et l'acier. De ce fait, on a opté à l'élaboration des matériaux composites type sandwich à base de bois de pin d'Alep et de liège aggloméré noir algérien. Sur ce genre de matériaux, on a évalué le coefficient d'absorption acoustique en utilisant un tube de Kundt à incidence normale. Ainsi, on a prédit l'indice d'affaiblissement acoustique en utilisant un logiciel AcousSystem qui est développé par le CSTB.
et pour voir si c'est vraiment ce genre de matériaux sont en mesure de garantir un certain niveau de confort acoustique et si ils peuvent être des substituts aux matériaux de construction actuels. Je vous invite, les réponses sont sur le poster B. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Hélène Morel, je suis en post-doctorat à l'UMR et je suis basée à Kourou en Guyane française. Et le projet dans lequel je travaille s'appelle Foresterie Culture. Il s'intéresse à étudier les différentes qualités de bois de plantation d'arbres qui ont été faits il y a une trentaine d'années en Guyane. Et une des propriétés on a commencé à s'intéresser, c'est la variation de l'infradensité dans l'arbre. Donc cette variabilité, elle est plutôt connue au niveau radial, et on s'intéresse moins à cette variabilité au niveau longitudinal, et au travers des différentes espèces qu'on a commencé à étudier, on s'est rendu compte que cette variabilité était quand même relativement importante. Donc au travers de notre protocole d'étude de variabilité radiale et longitudinale, et du coup au niveau, sur quelques espèces, donc 3 ici présentées, qui au niveau du tempérament vis-à-vis de la lumière ont un tempérament relativement semblable. Mais on se rend compte qu'au niveau des profils de variation radiale et longitudinale, on observe une certaine variabilité. Donc pour discuter de ça et d'autres propriétés pour lesquelles nous nous intéressons dans le cadre du projet, je vous attends au poster B23. Bonjour à tous, je suis Philippe Jacquin, ingénieur d'études au laboratoire qualité des bois. Je travaille sous la direction de Myriam Fournier et je vais vous présenter la conception d'un dispositif à rayon X de microdensitométrie directionnelle. Voilà, la densitométrie, la microdensitométrie est une technique qui est couramment utilisée pour l'observation des échantillons de bois. Habituellement, on utilise un collimateur, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est tout en bas, en rouge, pour produire un faisceau rayon X qui soit parfaitement parallèle. Toutefois, cette méthode pose certains problèmes par rapport à l'observation des échantillons de bois où les éléments de structure ne sont pas tous orientés de la même manière. Donc, par exemple, si on veut observer un échantillon de bois avec un élément de structure qui est parfaitement aligné avec la direction du faisceau rayon X, on obtiendra quelque chose de parfaitement net. Parce que la face avant de cet élément de structure parce que la projection de la face avant de cet élément de structure sera parfaitement alignée avec la projection de la face arrière de ce même élément de structure. Ce qui ne sera pas le cas si on observe un élément de structure qui sera légèrement lié. Voilà, c'est cette diapositive. Donc vous voyez le détail sur la photo qui se trouve en haut ici. Qui se trouve en haut à droite, où on a un élément de structure en vert qui est parfaitement aligné avec la direction du faisceau rayon X et un élément de structure en rouge ici qui n'est pas aligné avec l'élément de structure. Les deux éléments produisent des ombres qui sont différentes. Ici on aura quelque chose de flou, ici on aura quelque chose de net. Donc la modification du dispositif d'acquisition pour obtenir un résultat intéressant consiste à retirer dans un premier temps le collimateur de façon à obtenir un faisceau rayon X qui soit divergent, qui ait la propriété de pouvoir s'adapter à n'importe quel élément de structure de l'échantillon. Mais bien sûr, en prenant une seule image, on ne réussit pas à s'orienter correctement sur tous les éléments de structure. Il faut en plus mobiliser l'échantillon. Donc le dispositif de mobilisation de l'échantillon se trouve ici. C'est un dispositif qui a été conçu à l'aide d'une platine de rotation où on transforme le mouvement de rotation en deux mouvements de translation. Par le biais d'une came, en tournant dans un sens, on produit un mouvement vertical, et en tournant dans l'autre sens, on pousse l'ensemble de la structure pour produire un mouvement selon X, ce qui nous permet de mobiliser l'échantillon en bleu dans le plan XZ, de manière à pouvoir observer la même zone sous des angles différents. Donc voilà, le dispositif est automatisé à l'aide d'un programme. Donc j'ai choisi de programmer en Java parce que le langage Java a la propriété de pouvoir s'adapter à l'utilisation de plugins qui fonctionnent sous ImageJ. Donc le résultat n'est pas le plus important, mais il est présenté ici où on voit sur cet échantillon. Donc une zone convenablement observée, convenablement observée sur un échantillon naturel, sur une image naturelle, on voit que certaines zones sont nettes et d'autres sont floues. Sur une image reconstituée, avec des prises de vue différentes, sous différents angles, on a reconstitué les bonnes zones et accolé les bonnes zones. On voit que l'on réussit à obtenir de la netteté à des endroits où c'était flou sur l'image naturelle. Cette zone-là est zoomée ici. Donc on voit la différence à cet endroit-là. Donc concernant le programme,
Il se comporte comme un dispositif comme une caméra à balayage en 2 dimensions, avec une sélection automatique de la zone donnée. Donc, je crois pas exprès de changer d'image. Donc ici, vous voyez le détail de ce que je viens d'expliquer. Tout en bas à droite, sur l'image, donc vous avez 3 images, une image verte, une image rouge et une image bleue. Merci. Qui permettent de photographier la même zone de l'échantillon. On prend en photo 3 fois la même zone en jaune sous des expositions différentes. Donc voilà, je vous invite à, si vous êtes intéressé, à venir consulter les posters des 14. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, moi c'est Estelle Mézier, je suis en 2e année de thèse à l'ERFA à Nancy, sous l'encadrement de Yann Dubois et Catherine Collet. Pour ce poster, je vais vous parler d'une partie de ma thèse qui est l'acclimatation de vieux arbres en termes de performance géomécanique à l'éclaircie. Pour les vieux arbres, tous les ajustements en termes d'anométrie, de forme, de propriété du bois, puisqu'ici on a étudié un élément sur de jeunes arbres ou des arbres dominants. Donc la question pour ce poster sera comment des vieux arbres dominés s'acclimatent leur performance mécanique suite à une éclaircie. Donc comme un petit mot sur le matériel végétal qui est un peu particulier, ce sont des vieux êtres âgés de 60 à 100 ans, dont les diamètres sont assez petits, sont compris entre 7,5 et 17,5 cm, et leur hauteur entre 16 et 26 mètres. La montée a été dégagée de toute compétition il y a 6 ans, donc on peut voir sur la photo en haut à droite, c'est quand même des bonnes éclaircies qui ont été faites. Donc je vous propose en premier temps de regarder l'évaluation de la croissance après l'éclaircie, puis dans un deuxième temps, j'ai calculé des indicateurs biomécaniques dans une approche intégrative. 2 indicateurs correspondent à la sécurité, l'un face au flanc, donc les fondements là sont son propre poids, et l'autre c'est la sécurité vis-à-vis du vent. Et 2 autres indicateurs concernent la motricité, soit le contrôle postural ou la vitesse des mouvements tropiques de la tige principale. Vous allez voir les résultats, les vents poster de B25. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nassim Touari. Je vous présente un travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon stage de Master 2, sous l'encadrement de M. Francis Conin, Mme Catherine Kiadar, M. Stéphane Dumarcet et M. Philippe Gérardin. Donc un travail qui a été réalisé conjointement entre le VERFOP et le VERMAP. On s'intéresse à la question des extractibles contenus dans les nœuds d'essence forestière tempérée. Étant donné que les nœuds représentent une particularité du bois, et bien qu'ils soient indésirables dans la plupart des industries du bois, ils sont cependant réputés pour contenir des quantités très importantes en extractibles. Donc pour cela, nous avons sélectionné 11 essences forestières appartenant aux résineux et aux feuillus, aussi bien caduques et persistants. Donc, mon objectif que nous avons tracé, c'est de compléter un travail de screening qui a déjà été entamé dans le cadre d'une thèse qui est en cours de réalisation, d'analyser et de comparer les extractibles nodaux contenus dans le biais et puromène des essences qu'on a échantillonnées, de quantifier les taux d'extractibles, d'identifier et quantifier les composés présents dans tous nos extraits. Donc pour cela, pour l'extraction, nous allons utiliser des méthodes d'extraction avec l'utilisation de solvants chimiques avec un montage sourcé. Je vous présente là des images de différentes groupes sur un résineux, le site de la classe, le châtaignier. Pour ceux et celles qui sont intéressés par ces résultats, je serai au poster B26 et je serai heureux de répondre.